Et bienvenue donc dans le débat de France 24. La Grèce, l'Italie, la crise de la zone euro et maintenant les États-Unis avec le spectre d'une nouvelle récession outre-Atlantique. C'est visiblement ce qu'anticipent les marchés après l'échec du Congrès américain, ce fameux super comité où démocrates et républicains n'ont donc pas pu se mettre d'accord sur un plan concerté de baisse des dépenses publiques. Du coup, il y aura des coupes automatiques dans les budgets sociaux, dans celui de la défense, de l'éducation, bref, presque partout. Et on ne peut comprendre ce nouvel affrontement entre la Maison-Blanche et les Républicains sans le remettre évidemment dans le contexte de la campagne électorale américaine avec un Barack Obama qui prend date. On l'écoute. La semaine prochaine, les Républicains vont devoir faire un vote simple. S'ils votent non encore, les impôts pour une famille moyenne augmenteront de $1 000 l'an prochain. S'ils votent oui, la famille moyenne aura une baisse d'impôt de $1 500. Je veux juste être clair pour tout le monde. Non, vos impôts augmentent. Oui, vous avez une réduction d'impôt. Voilà, un Barack Obama au sommet de sa forme. Les invités du débat ce soir. Alors, Frédéric Bonnevet est économiste chez Antera Partners. Bonsoir. Bonsoir. François Durper est historien à Paris 1, c'est la Sorbonne, auteur de L'Amérique d'Obama. Université de Cergy. Université de Cergy, ouais. Très bien. Pardon, je rectifie. Eric Svein représente ici les Républicains, Republicans Abroad. Il est l'auteur aussi d'un livre qui s'appelle La bannière étalée. Étalée, c'est ça. Avec un jeu de mots, chez Underban. Et Joseph Smallhoover qui lui représente les démocrates, Democrats Abroad. Peut-être, messieurs, pouvez-vous nous dire, pour expliquer un peu le fonctionnement de la suite des choses, on va avoir vos points de vue à tous les deux, sur quoi maintenant va-t-on voter? À quoi fait allusion Barack Obama exactement, puisqu'il n'y a pas eu d'accord au Congrès? En fait, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer avec il y avait une baisse d'impôt sous Bush qui vient à l'expiration. L'année prochaine. Qui vient à l'expiration. Et s'ils ne changent pas, s'ils ne continuent pas cette baisse d'impôt, ils vont automatiquement augmenter là où ils étaient en 2002. Et ça, c'est bon pour vous, les démocrates? Oui ou non, parce que le problème... Parce que c'était des baisses d'impôts sur les riches. Oui, non, pas. C'est les baisses d'impôts sur tout le monde. On aimerait bien voir baisser les impôts pour la classe moyenne et augmenter les impôts sur la classe la plus riche. Mais alors, 1% de la population. Mais les baisses d'impôts de Bush, c'était surtout des baisses d'impôts sur les plus riches. Non, c'était une baisse d'impôts pour tout le monde. Ça bénéficiait nécessairement davantage sur les riches. Mais nous, ce qu'on voudrait voir, nous, c'est qu'une baisse d'impôts sur la classe moyenne et une augmentation d'impôts pour les riches. Bon, donc là, il va falloir que le Congrès se prononce sur quelle proposition? C'est justement ça, une proposition d'augmenter les impôts sur les riches et de laisser les classes moyennes continuer avec leur baisse d'impôts. Une proposition donc de la Maison-Blanche. Tout à fait. Voilà. D'accord avec cette analyse? Pas tout à fait. Il faut rappeler que l'apparition des Tea Partiers, c'est une apparition de gens qui disent « nous ne sommes pas des vaches à lait. Ouais. Et nous ne voulons plus payer tant d'impôts, que ce soit les plus riches, les moins riches, les pauvres, la classe moyenne du tout, surtout pour le gâchis, pour l'argent jeté par la fenêtre, etc. Je vous rappelle que Obama a dépensé autant d'argent de sa première année de président que George Bush ou Bill Clinton en 8 ans de présidence. Donc c'est pour ça que les Tea Party sont arrivés durant sa présidence et qu'ils disent assez. En ce qui concerne les riches, je vous rappelle qu'il ne faut pas croire dans les contes de fées de la gauche, comme quoi les riches c'est l'oncle Picsou qui a tout l'argent dans une boîte. Vous savez très bien que ce n'est pas les contes de fées. Un synonyme de riche, c'est quelqu'un qui investit et qui donne des emplois aux gens, qui donne des emplois aux chômeurs. Donc, pour que ça se passe, il ne faut pas donner... En tout cas, on tombe dans le mythe républicain. On sait très bien, premièrement, que les impôts aux États-Unis actuellement sont le plus bas depuis 1952. Premièrement. Que deuxièmement, il n'a jamais été prouvé que les investissements faits par les soi-disant les plus riches apportent quoi que ce soit au niveau de travail. Ça n'a jamais marché. Ce qu'on sait très bien, c'est que quand le consommateur a l'argent dans sa poche, que lui, il crée les emplois. Et c'est ça ce que les démocrates voudraient faire.
C'est-à-dire un stimulus, c'est-à-dire un nouveau plan de relance. Exactement. Voilà. Oui, c'est le stimulus de Obama de 2009 qui a coûté plus que tout, qui a dépensé plus que Bush en 8 ans de avions-nous besoin de cette stimulus? Pourquoi? Parce que les républicains ont baissé les impôts. Je peux terminer ou c'est la pensée unique de la gauche qu'il faut encore écouter? Pensée unique, merci. Alors, est-ce que Frédéric Bonnevet, vous pouvez nous dire comment vous voyez de votre point de vue ce débat qui est très idéologique aux États-Unis? On n'est pas habitué à on se croire en France, en fait. Extrêmement clivant, et je crois que c'est le terme exact. On se croit en France, on se croit en Europe, avec deux partis qui s'opposent sur un épiphénomène, au mieux, à savoir cette hausse ou cette baisse d'impôts pour différentes tranches de population. Je crois qu'il est important de replacer ce débat. Épiphénomène en même temps, c'est quand même le fondement de la démocratie, c'est-à-dire qui va contribuer et dans quelle proportion à l'effort. Voilà. Justement, mais il s'agit de voir les ordres de grandeur et surtout le socle de ce débat qui porte véritablement sur la pertinence ou non d'un nouveau plan de relance. Or, les États-Unis, s'ils se portent mieux aujourd'hui, si la croissance est 2% au deuxième trimestre et attendue à 3% au troisième, ce qui est à comparer à une quasi-récession, à une contraction de l'activité en Europe, il n'est pas sûr que les moteurs qui soutiennent la croissance américaine soient mieux que les expédients. D'une part, on a une réserve fédérale qui est très active, qui a lancé un programme Twist, donc d'achat de bons du Trésor de longue maturité, de 400 milliards. Deuxièmement, un programme de 447 milliards à destination des emplois pour soutenir le marché du travail et la consommation domestique. Est-ce que ces deux ressorts pourront être maintenus indéfiniment? La réponse est clairement non. La Fed refuse de mettre en place une troisième vague d'assouplissement quantitatif. Et puis, on le voit aujourd'hui, le levier fiscal a fonctionné à plein. Il ne pourra pas tourner indéfiniment, sans quoi il faudrait mettre davantage d'obligations du Trésor. Ça, c'est le point commun entre l'Europe et les États-Unis, c'est-à-dire qu'on arrive à des niveaux où il faut se préoccuper de la dette. Mais la différence, l'originalité américaine, c'est qu'au fond, et c'était le but de ce super comité, c'était de dire qu'est-ce qu'on peut présenter comme plan de réduction des dépenses à long terme pour pouvoir continuer à faire de la relance. Exactement, mais l'accord. Alors que nous, en Europe, on a arrêté un peu la relance. Du super comité devait préfigurer un accord beaucoup plus large, destiné à donner plus de souplesse, plus de contrôle à la politique budgétaire, dont les États-Unis ont clairement besoin pour se sortir d'une crise dont tout l'OCDE, États-Unis compris, ne voient clairement pas le bout. Alors, il y a une première analyse de ce qui se passe dans ce débat, au fond, qui est très simple. Ce qu'un certain nombre d'observateurs disent, c'est qu'au fond, les républicains n'aurait jamais signé le moindre accord parce que ça aurait été immédiatement pour Barack Obama à un an de sa campagne pour la réélection, ou plutôt à un an du vote pour sa réélection, ça aurait été immédiatement pour lui un succès politique énorme. Qu'est-ce que vous en pensez, François Directeur? Donc c'était fichu d'avance. Oui. Ah oui, c'est clair que c'était fichu d'avance, que les républicains, les démocrates ont été le plus à droite possible de ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont tendu la main aux républicains, mais vraiment très très loin. Ils ont vraiment donné des gages aux républicains. Les républicains se sont déportés totalement sur leur droite. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse, c'est-à-dire que ça aurait été une victoire politique pour Barack Obama, peut-être. C'est peut-être une victoire politique pour Barack Obama de présenter à l'opinion publique américaine le blocage lié à l'intransigeance des républicains. Peut-être que Barack Obama, dans les jours qui viennent, diront ben voilà, vous avez des hausses d'impôts, la faute à qui ? La faute aux républicains. Et là, pour le coup, les républicains, je ne sais pas qu'en pensent leurs représentants républicains, mais auront du mal à dire que politiquement, ils ont essayé de trouver des points d'accord avec les démocrates. Mais vous voyez que là, on a un débat qui est assez clair finalement. On a d'un côté qui est assez clair sur le plan économique et sur le plan politique. On a des républicains qui ne veulent pas entendre parler de... Qui se disent c'est la baisse des dépenses. Hein. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a un problème de dette, hein, évidemment. Baisse des dépenses, mais baisse des dépenses jusqu'à quel point? Est-ce qu'on remet en cause Medicaid? Est-ce qu'on remet en cause Medicare? Est-ce qu'on remet en cause tous les acquis sociaux, même si c'est une terminologie française, d'un siècle, hein, de ce que l'Amérique a fait? L'Amérique, c'est pas uniquement un pays libéral, c'est un Amérique aussi qui a construit des filets sociaux, notamment pour les plus pauvres, mais aussi pour les classes moyennes. Et puis des démocrates qui aimeraient bien parler aussi de hausse de recettes et de dire voilà comment on fait pour redistribuer de manière un peu plus équitable, de faire en sorte que certains
payent un peu plus parce qu'ils ont plus, mais vous voyez qu'ils sont assez modérés, les démocrates. Ils parlent de hausse d'impôts sur les plus riches, ils ne parlent pas de hausse d'impôts sur les classes moyennes, alors que de toute évidence, les classes moyennes aussi devront payer. On est à 14 000 milliards de dollars de dette. Donc il faut sans doute jongler entre les deux. Il faudra probablement trouver des compromis. Mais je vous fais une confidence, mais c'est pas une confidence. On ne trouvera pas de compromis avant le 6 novembre, parce que le 6 novembre, c'est l'élection aux États-Unis. Donc là, c'est une guerre des tranchées entre 2012, on est dans une guerre des tranchées entre démocrates et républicains. Et vous le voyez, chacun essaie de rester sur ses positions, mais c'est pas sûr que le camp qui apparaît comme le plus intransigeant soit le plus... La question, c'est est-ce que l'économie mondiale va pouvoir se permettre d'attendre le 6 novembre prochain. Alors, il m'a demandé, mon ami, j'aimerais dire que quand les républicains disent non, c'est le parti de non, ça prouve qu'ils sont bêtes, têtus, bornés, idiots. Quand Barack Obama ou un démocrate dit non, c'est que ça prouve qu'il fait preuve de fermeté, qu'il est un homme de principe. À chaque fois, parce qu'elle est. Oui, bien sûr. Parce qu'elle est, c'est un homme de principe. Parce que vous avez dit. Sauf que vous ne dites jamais non quand il s'agit d'améliorer la situation des supporters des partis républicains. Quand il s'agit notamment par le. Non, les Tea Partiers ne veulent aider personne. Ils disent, et quand ils disent que les acquis sociaux. Quand Rick Perry dit qu'il veut enlever, par exemple, le département de l'éducation, il le dit parce que les départements de l'éducation, de l'énergie, tout ça doit être au niveau des 50 États et pas au niveau fédéral. Le niveau fédéral, le gouvernement fédéral central ne s'occupe que de la défense et de la justice. Mais pas du reste. Attendez, pas au niveau des États. Pas tous en même temps. Les Républicains, ils voulaient enlever 3 ministères. Ils voulaient enlever le ministère de l'Éducation. Ils voulaient enlever le ministère du Commerce. Et puis le troisième, ils l'avaient oublié. Le niveau de compétence. Attendez, c'est intéressant. Non, c'est pas un dieu, simplement, je pense que les Américains vont vouloir voter pour quelqu'un qui sait de quoi il parle. Alors, une petite indication sur ce que pensent les Américains dans ce qu'on appelle le blame game. Je ne sais pas comment on peut traduire ça en français, mais ce petit jeu qui est de dire à qui la faute, en gros. Alors, à qui la faute? Sondage Reuters, Ipsos publié hier aux États-Unis. 22% pensent que, alors républicains et démocrates tous les deux confondus, 19%, les républicains seulement 18%, Obama tout seul 13%, et les démocrates 7%. Il faut ajouter que 22% pensent que c'est les deux partis et Obama. Il y a quand même un rejet de la classe politique, tout parti confondu, non? Mais en particulier c'est la ligne du Tea Party. Et alors le Congrès, je dois dire, effectivement, il y a un taux d'approbation sur le Congrès qui est un des plus bas depuis 25 ans. Sauf que ces sondages-là sont très bizarres, parce que quand vous regardez le sondage représentant par représentant ou sénateur par sénateur, vous avez la plupart des gens qui sont d'accord. Ils aiment leurs sénateurs ou leurs représentants, mais ils n'aiment pas le Congrès. Oui, ça c'est classique. Donc, quand on dit c'est la faute du Congrès, c'est tout à fait, ils ont cette impression, mais ils aiment leurs propres représentants. Francis Fukuyama a parlé de vétocratie, essayant de qualifier la situation américaine et son dispositif institutionnel. Et je crois que c'est le terme exact aujourd'hui. On parlait de guerre des tranchées tout à l'heure. On observe une paralysie complète de la décision publique. Ça risque de durer jusqu'au 6 novembre, voire un peu davantage, puisque la simple élection d'un nouveau président, éventuellement, ne va pas déboucler une situation de fait. C'est la parole publique qui se démonétise. Et évidemment, le temps joue contre nous. Ce sont les institutions américaines. La faute à qui? Alors, ni aux démocrates, ni aux républicains. La faute à Montesquieu. Montesquieu a conçu un système, on est là au XVIIIe siècle, qui consistait à équilibrer les pouvoirs. Aucun pouvoir peut avoir le dessus sur l'autre. Et il se trouve que les Américains ont calqué leurs institutions beaucoup plus que nous, qui avons un système parlementaire, mais on reconnaîtra avec une présidence très très forte, sur Montesquieu. Donc bilan, on a un État faible. Alors c'est vrai qu'un État faible, quand tout va bien, ça apparaît. Les Américains disent, alors effectivement, quand on les interroge sur leurs institutions une par une, ils disent, bon, le Congrès, ça a toujours été le cas d'ailleurs, le Congrès a toujours été en dessous de la présidence ou la Cour suprême. Voilà, on n'est pas très très satisfait ni du Congrès, mais par contre, si on pose la question aux Américains, est-ce que vous voulez qu'on supprime la Constitution américaine, alors vous aurez pas beaucoup d'Américains pour la supprimer. Pour rester dans l'analogie de la source historique, revenons même aux Grecs et à Démosthène et les affaires de Chersonèse, enjoignaient les Athéniens à mettre leur débat public de côté pour faire face aux assauts répétés de Philippe de Macédoine. Donc vient un moment, pour sauver la démocratie, il faut aller à l'encontre
de certains principes démocratiques. Oui, avec Frédéric Bonnevet, on se croirait un peu sur Arte. On est sur France 24. Très sérieusement, là on est au cœur de la démocratie américaine. Ça va pas changer demain. Les institutions américaines, elles n'ont pas changé. Nous, on a eu 5 républiques, on a plein. Eux ont eu qu'une seule constitution. Donc ça c'est quelque chose. Et ça, on peut s'interroger. D'ailleurs, la classe politique française, un peu unanime, dit on est dans un blocage. C'est l'occasion de le dire. Oui. Dit souvent on est dans un blocage. D'ailleurs, les mêmes, par exemple, à gauche, moi je suis ni à droite ni à gauche, c'est pas le problème, mais qui disent oh là là, le président français, il a essayé de faire de l'hyper-présidence, etc. sont les premiers à dire regardez aux États-Unis, on gouverne rien, etc. On va pas rentrer, François Durand. On va pas rentrer dans. Juste une seconde. Parce que là, on va s'aventurer dans un débat Montesquieu, etc. C'est très bien, mais moi, pendant des années, j'ai entendu dire qu'effectivement, ce système qui potentiellement, chacun peut bloquer l'autre, c'était compensé par un certain sens de l'intérêt commun, de l'intérêt général, une sorte de culture du consensus qui faisait que, au fond, sur des choses importantes, démocrates et républicains étaient toujours, ou un congrès même hostile à un président était capable de s'entendre sur lorsque l'intérêt de la nation était en cause. Écoutez ce que dit Michael Bloomberg, le maire de New York, et lui, il a été républicain, il a été démocrate, maintenant il est indépendant. Voici ce qu'il dit sur ce qui s'est passé. La plus grande menace de notre économie, ce n'est ni l'instabilité en Europe, ni la politique monétaire chinoise ou quoi que ce soit d'autre. C'est cette paralysie partisane et cette lâcheté politique qui, je pense, définissent Washington. Et ça ne peut plus continuer. C'est un désastre pour ce pays et ça crée un véritable embarras. Lâcheté politique, le mot est lâché. Oui. Ça a toujours été le cas. Un chiffre. Pas toujours. Un chiffre. Bon, je vais faire un exemple, parce que je ne vais pas dire comme ça, ce n'est pas un argument d'autorité. Depuis John Fitzgerald Kennedy, aucun président des États-Unis n'a réussi à faire passer au Congrès plus de 50% de ses propositions de loi. Aucun. Seul exemple, Lyndon Johnson. Non mais, Lyndon Johnson. Le seul, mais dans un climat très particulier, l'assassinat de Kennedy et donc la possibilité de passer au-delà. Donc on parle tout le temps de dépassement des clivages entre démocrates et républicains. C'était le thème de la campagne de Barack Obama. On n'est pas une Amérique rouge, on n'est pas une Amérique bleue, on est le peuple américain. Bon, eh bien, même Barack Obama n'y arrive pas. Mais il y a des moments très très faibles. Il voulait fondamentalement transformer les États-Unis en faire un pays plus européen. Alors Eric Svein a dit tant mieux, mais pourquoi vous vous débarrassez pas carrément du poste de président? Mais non, monsieur a dit gouverner le monde. Nos gouvernants sont censés nous servir. L'idée principale de la gauche, c'est que la plupart des gens sont des idiots, des victimes ou des incapables qui ont besoin d'une élite pour nous gouverner. Non, la Révolution américaine et la Constitution américaine dit chaque personne est assez intelligent pour prendre soin de lui-même si les gouvernements ne font pas trop de choses sauf le basique. Voilà le sens de la Constitution. Et vous voyez comment ça leur a réussi. Tout le monde dit les États-Unis sont quand même le pays le plus riche du monde. Avec le petit parti, on a se produire. C'est pour ça que c'est parce que les démocrates sont des élites que les républicains font dans tous les États systématiquement de suppression de vote. Ils essaient de supprimer le maximum d'électeurs parce qu'ils savent très bien que l'Américain moyen voterait démocrate chaque fois qu'il a la possibilité. Vous faites allusion parce que c'est pas des élites, ce sont des gens de la classe moyenne, des gens dans la rue. Ils votent démocrate quand ils peuvent. Mais les républicains systématiquement suppression de vote. Non, c'est les victimes. C'est les victimes qui votent pour les démocrates. Les gens qui sont convaincus qu'ils sont des victimes. Les gens qui savent qu'ils sont des personnes à part entière votent pour les républicains. Vous êtes quasiment un anarchiste en fait. Il est. Les Tea Party et les républicains disent le moins de gouvernement possible et la société s'en sortira très bien. Et on n'a pas besoin d'élite pour nous dire comment conduire, à quelle vitesse conduire. Demandez aux Tea Party s'ils veulent continuer à recevoir Medicare et ils vont dire tout de suite oui, ils le veulent. Ils le veulent, mais ils ne veulent pas le gâchis. Ils ne veulent pas le gâchis. Ils ne veulent pas l'argent jeté par les fenêtres. Ils ne veulent pas l'argent jeté par les fenêtres au syndicat. Vous dites toujours que les démocrates sont élites. En réalité, c'est entièrement faux. On va faire une pause. On va se retrouver juste pour la suite du débat où j'espère qu'on s'interrogera peut-être sur les conséquences d'une éventuelle récession aux États-Unis parce que derrière tout ça, au fond, c'est ça qui se profile peut-être. Merci de rester avec nous sur France 24. À tout de suite.